D'abord quelques... Alors, ce n'est pas un point de méthode, mais c'est plutôt l'esprit dans lequel on va réfléchir. Hein. Le but est de, ce soir, d'essayer, ne serait-ce que de faire un point sur ces questions, sur cette question, de voir de quoi il en retourne. Bon, peut-être pas, on ne va pas trancher la question. Alors, vous verrez sans doute dans quel sens je vais, évidemment. Comme prêtre catholique, évidemment, vous doutez bien que j'ai une opinion là-dessus. Mais l'intérêt sera de voir les arguments en faveur, il faut les écouter, des arguments qui ont leur poids, de voir aussi les arguments en défaveur de la PMA et de la GPA. On essaiera d'abord de préciser de quoi il s'agit, et puis donc de voir les arguments. Et surtout, je voudrais essayer de conclure pour voir de quoi, je dirais, ces réformes sociétales, de quoi sont-elles le symptôme? Qu'est-ce qu'elles disent sur notre rapport au droit, notre rapport à la question politique, notre rapport à l'humain. Voilà, ça dit beaucoup de choses. C'est aussi qui est très intéressant, de mettre en perspective aussi, et pas se focaliser simplement sur la question. Autre chose que je voulais dire, par les PMA, ce soir on parlera de l'ouverture de la PMA pour toutes. C'est ça, c'est l'ouverture de la PMA surtout pour les couples de femmes, ou les femmes seules, et aussi la GPA pour tous. Donc je ne parlerai pas spécifiquement de la PMA en soi, donc là, c'est-à-dire des techniques d'aide médicale à la procréation, ou la procréation médicalement assistée, n'importe comment on l'appelle. J'aborderai je ferai aussi peut-être à la fin, si j'ai le temps, de dire qu'est-ce que l'Église, quel regard de l'Église, ou quelles sont les questions morales qui se posent derrière les techniques d'aide médicale à la procréation. Mention de préciser que c'est un terme qui est large, qui ne recoupe pas simplement ce qu'on appellerait l'insémination artificielle. Et quand on touche à ces sujets, on touche à des questions aussi qui peuvent être douloureuses. Vous savez qu'un enfant sur 36, je crois maintenant, est conçu à travers la technique, à travers une PMA. Donc il y en a peut-être parmi nous qui ont été conçus comme ça, par un choix de leurs parents. On ne va pas les juger. Évidemment, ça touche une personne à une valeur, une dignité incommensurable, peu importe la manière. Voilà, mon arrière-grand-mère, mon arrière-grand-mère est une fille-mère, donc ouais, elle a été conçue hors mariage. Voilà. Ça n'empêche pas que ma grand-mère est une personne très digne. Alors, on ne juge pas les personnes, on ne juge pas les gens. Ce qu'on regardera par contre, c'est poser un regard objectif sur des techniques, sur des pratiques. Il faut pouvoir dialoguer, regarder. Alors mon regard, il sera d'abord surtout moral, c'est ma formation. Voilà. C'est pas toujours facile, parce qu'on a l'impression que lorsqu'on pose un regard moral, donc on pose un jugement de valeur sur des pratiques, qu'on juge donc les personnes qui ont pu avoir recours à ces pratiques. Je crois qu'il va falloir dissocier la question. On peut juger que telle pratique n'est pas opportune, qu'elle peut être non morale ou qu'elle pose des problèmes éthiques qui nous semblent graves, ou elle est contre la dignité humaine, sans pourtant tout d'un coup mettre dans le même bloc les gens qui ont pu avoir recours. Alors vous êtes dans vos familles, moi dans ma famille, j'ai beaucoup de mes cousins qui ont eu recours pour question d'infertilité à la PMA. Sachant que la PMA, ça peut être très large, ça peut être simplement la stimulation, on peut stimuler par exemple la production d'ovules chez la femme, ça ne pose pas de problématique. On pourrait, il y a des aides, il y a des manières d'aider médicalement à la procréation qui ne posent pas de problématique, et il y en a d'autres qui en posent. Bon, mais ça, je ne vais pas rentrer trop dans le débat ce soir, c'est pas ça, c'est plutôt à la question de l'ouverture de cette technique-là à toutes. Ce débat actuel. Donc, je tenais à dire, voilà, parce puis en plus, on va toucher à des souffrances, qui est dit PMA, dit stérilité. Stérilité chez les couples qui ont recours. Qui dit GPA aussi touche à la question de la stérilité, on verra, pour des femmes qui ne pourraient pas accueillir la vie à cause d'une déficience de l'utérus, donc il y a une stérilité qui est mécanique, qui est impossible des gestatrices. Voilà, donc ça touche à des souffrances. Mais je pense quand même qu'il faut pouvoir imposer ce regard, mettre les choses à plat et en discuter. Moi, je ne crois pas à la neutralité éthique. Je crois que nous avons une raison, nous pouvons juger de nos pratiques et il le faut. Voilà. Alors, l'actualité des questions. Marie Arnaud l'a un peu introduit, je reviendrai là-dessus.
Donc vous savez que l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, ce sera le sujet ce soir, pas la PMA en soi, mais c'est l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, sera proposée par le gouvernement dans le cadre de la révision des lois de bioéthique en 2018. Et ceci a été annoncé mardi 12 septembre, donc il y a quelques semaines, par la secrétaire d'État à l'égalité entre les hommes et les femmes, Marlène Schiappa. Et l'exécutif, le pouvoir, souhaite que les nouveaux textes soient adoptés dès le début 2019. Donc voilà, dès janvier 2018, c'est récurrent en France, on révise les lois de bioéthique, et visiblement ça sera à l'ordre du jour. Et dans un avis rendu public en juin dernier, un avis du comité consultatif d'éthique, le comité consultatif national d'éthique, ce qu'on appelle en abrégé le CCNE. C'est un organe qui n'est pas décisionnel, mais qui est un organe fait de médecins, de philosophes, il va y avoir des religieux qui réfléchissent sur des questions d'éthique, lui soumet régulièrement le gouvernement pour éclairer. Eh bien, le CCNE s'est montré favorable à l'accès des couples de femmes et des célibataires à la procréation médicalement assistée, ce qu'on appelle la PMA, a rendu un avis favorable. En juillet, la ministre de la Santé, Mme Agnès Buzyn, s'était appuyée sur cet avis pour estimer, je cite, que la France est prête. Le Conseil consultatif national d'éthique contient en son sein toutes les sensibilités. Donc, s'il a rendu un avis favorable, je pense que la société est prête. Dimanche dernier, comme le disait le frère Maillarnaud, 15 octobre, le président Macron a été interviewé et sur la question de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes, eh bien, il n'a pas voulu vraiment répondre. Ça a été un oui et non. Oui, c'est peut-être la technique Macron, c'est à la fois oui, mais aussi non. Et pour cause, de fait, j'ai regardé un peu la presse, dit voilà, il est visiblement resté dans le flou. Alors, c'est quand même plutôt oui, je le cite. Je pense, dit-il, qu'à partir du moment où on a accepté pour des femmes vivant en couple de bénéficier de la procréation médicalement assistée, donc je pense en couple dit hétérosexuel, il est normal, compte tenu du fait que nous reconnaissons qu'une mère peut être seule ou que deux femmes puissent être en couple, de reconnaître ce droit aux femmes seules et aux couples de même sexe. Donc, personnellement, en tout cas, on peut dire qu'il est favorable, et il l'a dit dans son programme, à l'ouverture de la PMA pour les couples de femmes. Mais, rajoute-t-il, le politique ne doit pas imposer un choix en brutalisant les consciences. Et il a insisté sur le caractère du fait complexe de ce sujet qui heurte les convictions philosophiques et religieuses. Bon, là, on voit l'homme prudent, au sens noble du terme. Je crois que sur les questions sociétales, il est difficile de faire passer des lois en force. Voilà. Mais bon, on voit globalement que le gouvernement, et puis une majeure partie, c'est vrai, de l'opinion, est plutôt en faveur de l'ouverture de la PMA. Quant à la GPA, je dirais les choses sont plus simples actuellement, et le Conseil consultatif national d'éthique et le gouvernement, M. Macron, se sont prononcés contre. Voilà. Alors, cependant, vous savez, il y a des groupes qui ramènent régulièrement le dossier sur le tapis, qui militent pour donc passer de la PMA et aussi à la GPA. Mais pour l'instant, dans l'agenda politique, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Alors, peut-être définir de quoi nous parlons. Peut-être tout le monde n'est pas... Donc, à l'heure actuelle, en droit français, vous savez, seuls les couples hétérosexuels en âge de procréer peuvent bénéficier de cette technique médicale qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Alors, qu'elle soit dite homologue, c'est-à-dire qu'on a utilisé les gamètes du père et de la mère, ou hétérologue, c'est-à-dire qu'on a fait appel à un donneur, soit d'ovules, soit de sperme. Autrement dit, l'insémination avec donneur est possible, c'est la PMA hétérologue, et c'est ça qui nous intéresse, parce que c'est ce qu'on utilisera si jamais on ouvre la PMA pour toutes. Il faudra bien avoir des gamètes, des spermatozoïdes. Eh bien, l'insémination avec donneur est possible à partir du moment où l'enfant à naître aura bien pour référence une mère et un père,
même si celui-ci n'est pas son géniteur, ce qu'on appelle le père d'intention. Et ces techniques, dans le droit, sont justifiées par l'infertilité du couple. C'est au nom de l'infertilité, c'est cette infertilité qui ouvre le droit d'accéder à ces techniques médicales. Il faut que l'infertilité ait un caractère pathologique, médicalement diagnostiqué. Il y a des conditions qui sont bien définies dans notre droit. Voilà, donc si on ouvre la PMA, ce sera la PRMA, hétérologue, donc ce qu'on appelle l'insémination d'une femme avec un donneur en faisant appel à un don de gamètes. Pour la GPA, la GPA donc, renvoie à la gestation pour autrui, c'est l'abréviation. On parle aussi de mère porteuse, de mère gestatrice. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est une femme qui va porter dans son utérus un embryon humain en gestation, et cela en vue de donner, au bout des 9 mois, ça peut être plus tôt, si l'enfant est délivré plus tôt, de grossesse, le bébé à d'autres. On parlera alors de gestation pour autrui. Vous voyez, donc une femme, accueille dans son utérus donc un embryon qui a été fécondé, donc non pas in utero, évidemment, mais in vitro, donc en laboratoire. Et donc c'est le produit de ces fécondations techniques qui est donc mis en gestation dans le corps d'une gestatrice qui accueille et qui va donner aux parents d'attention. Voilà. Précisons que cette femme peut avoir participé à la conception du bébé lorsque l'embryon est issu de la fécondation de l'un de ses ovules. Voilà, donc un couple hétérosexuel qui ferait appel donc à une gestatrice, si l'épouse, on ne peut pas parler d'épouse, c'est compliqué, disons que dans le couple, la femme est stérile, eh bien, elle pourra, la gestatrice, la mère porteuse, pourra faire don de ces gamètes, de ces ovules, qui pourront avoir été fécondés en laboratoire par les gamètes de l'homme. Donc ça aussi, c'est possible. Donc l'enfant peut donc être issu de seuls ovules ou pas. Il y a les deux possibilités. Et donc là, en droit, on peut dire qu'elle porte porter le titre de mère. Quand même, l'enfant est issu d'une de ces gamètes. Voilà. À la naissance, l'idée de la GPA, c'est qu'elle ne fait pas don d'un enfant, elle ne donne pas son enfant, elle rend un enfant qui n'est pas le sien. Parce qu'il y a eu un contrat avant qui a stipulé ceci. Du moins, c'est ainsi que les choses sont présentées. On dit voilà, c'est un acte altruiste, on rend l'enfant qui n'est pas le sien. Remarquons que le terme de gestation permet d'éviter le terme beaucoup plus impliquant de grossesse, et que le terme de gestatrice permet d'éviter le mot de mère porteuse, le mot de mère aussi. Donc c'est intéressant aussi de voir en bioéthique qu'on fait de s'intéresser à ces questions-là, c'est les termes qui sont utilisés, souvent des euphémismes, pour ne pas nommer la réalité. On parlera pas on parlera de mettre fin à des souffrances, pour ne pas dire qu'on euthanasie une personne. Voilà, bon, vous avez l'habitude. Et même le terme de grossesse est intéressant. Enfin, on peut toujours réfléchir sur le vocabulaire, ça ne dit pas ce qui est en jeu non plus. Alors, gestatrice, encore moins. Alors, la GPA donc, n'est pas une pratique encore. Je m'avance, mais ça n'a pas cours en France. Ça a cours, par exemple, en Californie, dans certains États aux États-Unis. C'est très encadré, là, à l'américaine. Il y a des process très encadrés, de manière juridique. Et au total, un couple qui ferait appel à une gestatrice aux États-Unis aura à débourser entre 80 000 et 150 000 $. Pour toutes les techniques, c'est un coût d'inséminer en laboratoire, d'implanter. Et puis après, il faut compenser, il faut accompagner la mère. C'est considéré un peu comme un travail que de porter cette vie. C'est intéressant le coût aussi, d'avoir une idée du coût. Je crois qu'une PMA, c'est plusieurs milliers d'euros, une PMA. C'est un coût aussi. En Inde et en Thaïlande, la rétribution est bien inférieure à celle des mères porteuses américaines. Vous en notez bien, c'est l'ordre de 2 500 à 6 000 $. Mais en Thaïlande, c'est une somme énorme.
hein, c'est plusieurs années de travail pour des personnes qui seraient issues de milieux très, très modestes, les travailleurs manuels. C'est énorme. Et donc, ce sont des sommes très incitatives pour les femmes de classe les plus pauvres. Et dans l'Union européenne, je crois que seuls 2 pays ont jusqu'à présent légalisé la gestation pour autrui. Il s'agit de la Grande-Bretagne et de la Grèce. En principe, toute pratique commerciale n'est pas autorisée. S'il y a un échange d'argent, c'est vu comme une compensation raisonnable pour la peine et puis pour le fait que la personne est immobilisée, ne peut pas travailler, parce que ces grossesses sont suivies de près. Alors, dans notre législation, ça n'a pas cours, et entre autres, au nom d'un principe de base, que la mère est celle qui accouche. La mère est celle qui accouche. Bon, alors regardons les arguments en faveur de la PMA. Alors, vous verrez finalement, c'est là où il me semble très difficile, on verra pourquoi, puis on verra à cause de la logique qui est derrière, de dire qu'à la fois on pourrait être pour la PMA et de se dire et à la fois contre la GPA, de dire qu'il n'y a pas de lien, que les choses ne sont pas liées. Il y a des arguments qui se chevauchent, des arguments pour la PMA qu'on peut utiliser pour la GPA. Alors les arguments en faveur, d'abord. Le but, je crois qu'il faut vraiment prendre l'habitude pour nous, surtout dans ces débats-là, débats qui sont souvent très passionnels. Vous avez déjà vu à la télé, quand on parle de ces questions-là, des questions sociétales, très vite, ça monte dans les tours, il y en a qui deviennent tout rouges, ils se coupent la parole. On n'arrive pas à avoir un débat posé. Comme si on avait peur du dialogue. Oui, puis comme si on jugeait les personnes parce qu'on jugeait des pratiques. Voilà. Je pense qu'il faut qu'on apprenne, nous, à débattre. Il y a un livre là, que vous pourrez consulter si ça vous intéresse, je vous enverrai, il y a des bons sites. Mais là, c'est un livre qui n'est pas tout récent, qui a déjà de 2009, voilà, qui s'appelle Bioéthique, propos pour un dialogue, qui est issu du groupe de travail sur la bioéthique des évêques en France. Voilà, c'est très très bien fait. Et il y a des chapitres sur, entre autres, la gestation pour autrui et l'ouverture de la PMA déjà. Ouais, donc c'est des questions, il y a déjà 10 ans, qui se posent. Et là, on prend le soin de regarder les choses de manière posée, dans le but de dialoguer. Alors, les arguments en faveur. Alors, j'ai regardé donc l'avis du Conseil consultatif national d'éthique de cet été, de 2017, qui a eu un avis favorable. Alors, quand on regarde de près, il y a quand même pas mal de membres qui se sont abstenus. C'est quand même pas une majorité écrasante. Bon, en tout cas, ils avancent des arguments. Lesquels sont-ils ? Tout d'abord, la souffrance des femmes. Premier argument, la souffrance des femmes. Elle doit être prise en compte, estiment les sages. C'est vrai, il y a une souffrance, on ne peut pas nier qu'il y a une souffrance liée, voilà, des femmes qui ont un désir d'enfant et qui ne peuvent pas en avoir. Et les sages insistent sur l'autonomie, même si tout désir n'a pas vocation à être satisfait, écrivent-ils, on peut faire confiance au projet des femmes qui souhaitent accéder à la maternité. Concevoir un enfant dans un contexte homoparental, par exemple, est un projet longuement réfléchi, concerté. Voilà, donc pour le cas, si on ouvre la PMA, c'est pas forcément pour des couples de femmes, des couples de femmes, on pourrait dire couple de lesbiennes, enfin le terme n'est pas péjoratif, mais c'est pas aussi pour une femme qui vivrait seule, ce qu'on appelle une famille monoparentale. Enfin, déjà, on sent qu'il y a, c'est un fait, mais voilà, une famille monoparentale. Bon, il faut bien qualifier. On peut essayer. Donc les sages estiment que si une femme seule veut accéder seule à la maternité, c'est que c'est réfléchi. Ensuite, le deuxième argument, c'est celui de l'absence de violence liée à la technique elle-même. La technique n'est pas intrusive. L'insémination avec un donneur, prenons le cas d'une femme seule qui veut accéder à la maternité, on lui prélèvera des ovules après avoir donc stimulé sa production ovarienne. Vous savez que mesdames, mesdemoiselles, vous produisez un ovule par mois. Sauf qu'il faut, pour que la technique marche, il faut stimuler. Donc on va donner des hormones qui vont permettre aux ovaires de produire beaucoup plus d'ovules. Voilà, donc on lui en prélève. Et donc et on va l'inséminer. On va inséminer ces ovules avec des gamètes d'un donneur. Cette technique, dit les sages, est bien maîtrisée. Et de fait, elle est pratiquée tous les jours pour des couples hétérosexuels. Elle n'est pas intrusive. L'évolution de la société. La famille, disent les sages, est en mutation.
Et de fait, des changements majeurs s'annoncent, notamment dans la façon de concevoir un enfant et de devenir parent. Et ils disent, il ne faut pas ignorer que maintenant, il y a des nouveaux modèles de famille qui existent. C'est un fait. De fait, c'est un fait, on ne peut pas le contester. L'homoparentalité et la monoparentalité sont des réalités. Et de fait, il y a déjà des enfants élevés en France qui sont nés dans ce contexte-là. Donc, ils estiment que dans ces nouvelles formes familiales, la relation à l'enfant peut se construire. Et on cite un psychiatre, pédopsychiatre, qui est intervenu, qui dit, voilà, les enfants ont en tout cas une capacité à s'inventer des filiations et à s'emparer de leur histoire. Donc on nous dit, voilà, l'expérience semble montrer que même s'ils n'ont pas de père, ces enfants, ou ils ont deux mamans, eh bien, ils sont capables de s'inventer une filiation. Il y aurait une souplesse. Bon, je ne suis pas convaincu. Mais... Autre argument qu'on retrouve souvent, et qui est un argument de poids, qui pèse dans le débat, eh bien, c'est un argument, on argumente au nom de la justice sociale. Il y a, ne pas ouvrir la PMA pour toutes serait causer vraiment créer ou continuer une situation de discrimination. Il y a une injustice sociale. Qu'il y a quoi? À ce qu'on appelle la stérilité sociale. Ces femmes seules, les femmes en couple, sont stériles, non pas parce qu'elles ne peuvent pas, c'est pas pathologique, c'est le fait qu'il n'y a pas d'homme entre elles. Donc il y a une stérilité sociale liée au choix qu'elles ont fait de vivre en couple. Et pour une femme, par exemple, seule qui pourrait être fertile, qui n'ont pas avoir recours à l'insémination par donneur, de fait, la stérilité est dite sociale, mais pas pathologique. Et donc, au nom de quoi refuser à des femmes ce qui a été accordé à des couples hétérosexuels? Et de fait, on le sent, si on résiste à ça, on dit, ah oui, non, c'est pas pareil, femme qui vit seule ou d'un couple de femmes, on dit, attention, mais peut-être que il y a une discrimination qui cacherait peut-être une homophobie, une lesbophobie, peut-être un machisme. On peut pas vous êtes machiste, vous ne pouvez pas concevoir qu'une femme seule puisse avoir un projet de maternité. Voilà, donc il y aurait une injustice sociale. Je reviendrai sur ce thème-là, parce que derrière, il y a une certaine vision de ce que c'est que la justice et de ce que c'est que le droit. Ce que sont les droits. Et c'est tout à fait cohérent, ce discours. Cet argument est cohérent dans une vision, qui de fait est la vision de plus en plus partagée par peut-être certains d'entre nous, ou nos concitoyens. Et, autre argument qu'on vous retrouve dans la GPA, il faut mettre fin à l'hypocrisie. Ça se fait déjà, cette pratique est légale à l'étranger, on ne peut pas fermer les frontières sont ouvertes, et on ne va quand même pas obliger des femmes à quitter la France pour obtenir ce qu'elles espèrent. Voilà. Stop à l'hypocrisie. Alors, quels sont les arguments en défaveur de la PMA? Alors, ce qui est intéressant, c'est dans le document du Conseil consultatif national d'éthique, qui s'est prononcé favorablement à cette avancée sociétale, eh bien, on se retrouve aussi des réserves, et donc des arguments contre. Alors, les sages du comité disent, bon, il y a quand même, ça va quand même, si on ouvre, on peut pas c'est un peu le mouvement de l'histoire, on ne peut pas aller contre, mais il n'empêche que ça va créer des nouveaux dilemmes moraux, ça va créer des conflits. D'un point de vue éthique, ça va frotter, il y aura des problèmes. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, on va de fait institutionnaliser l'absence du père. De fait, dans ces pratiques-là, on institutionnalise, on écrit noir sur blanc que, eh bien, il y a des enfants qui n'auront pas de père. Et à travers cette absence du père, eh bien, on institutionnalise aussi plusieurs absences, celle de la figure masculine, l'absence des origines aussi, parce que vous savez que le don des spermes est anonyme en France. Donc, par exemple, la femme qui souhaitera, une femme seule qui souhaiterait donc avoir un enfant, donc aurait recours au don de gamètes, de sperme, don anonyme. Donc l'enfant non seulement n'aurait pas de père, mais n'aurait pas donc accès à ses origines non plus. C'est un peu problématique d'institutionnaliser. Alors ça peut arriver, il y a des situations de fait, mais faut-il créer ces situations-là? On a peut-être été élevés, parmi nous, il y en a qui ont été élevés peut-être par leur mère,
C'est le cas, je vous disais, de mon arrière-grand-mère, où elle a été élevée par mon arrière-grand-mère seule. Famille monoparentale, il y a déjà, ça existait il y a 60 ans, mais bon, c'est une situation de fait qui est liée aux circonstances de la vie, mais est-ce que l'État doit les institutionnaliser, les créer? Une chose, je dirais, de les tolérer, parce que la vie est complexe, une chose est de les créer. Et est-ce qu'on peut jeter les enfants dans ces situations-là? Ensuite, autre argument qui paraît curieux, c'est celui de la pénurie de gamètes. Eh oui, il n'y a pas assez de donneurs, il n'y a pas assez de sperme congelé. À l'heure actuelle, les dons de sperme manquent pour déjà satisfaire la demande des couples hétérosexuels infertiles. Et donc, si on donne accès à la PMA, il va falloir, vous savez, si vous donnez accès à un droit, il faut pouvoir que le droit, il faut permettre aussi que le droit s'applique. Donc, il faut mettre en place les conditions. Donc, qu'est-ce qui se passe, disent les sages? Est-ce que ça ne va pas ouvrir un commerce gigantesque? Est-ce qu'il ne va pas falloir rémunérer le don de sperme? C'est que le don de produits humains, au nom du principe d'indisponibilité du corps, est gratuit. On ne peut pas donner son sang contre, à la rigueur, on vous donnera une barre un pépito, quand vous avez donné votre sang, mais c'est une compensation raisonnable. On ne vous paye pas, on donne votre sang. C'est pareil pour les dons, tous les dons de tous les produits du corps. Donc, est-ce qu'il ne va pas falloir rentrer dans donc solliciter le don, c'est plus un don, payer pour avoir des stocks de sperme. Et donc, est-ce qu'on ne veut pas, l'insuffisance des dons, disent les sages, peut rapidement conduire à la création d'un marché de la procréation, courir le risque d'une déstabilisation de tout le système bioéthique français. Et puis, autre question, toujours question de coût. Jusqu'à présent, pour les couples hétérosexuels infertiles, c'est remboursé par la sécurité sociale. Qui va payer? Alors, est-ce qu'il faut rembourser la PMA lorsqu'elle n'est pas médicalement justifiée? Parce que dans ce cas-là, elle n'est pas médicalement justifiée. Elle est justifiée au nom d'une infertilité sociale. Bon, et de fait, ils sont pour un non-remboursement. Donc, l'idée qu'on est dans une technique plutôt de complaisance qu'une technique médicale. Alors, le député Jean Leonetti, qui a été le premier rapporteur des lois de bioéthique et puis qui a beaucoup travaillé sur les questions de fin de vie, dit, voilà, cet avis est quelque chose de paradoxal. On y lit un argumentaire de grande prudence sur des questions aussi fondamentales que l'absence du père, vous l'avez entendu, ou le risque de marchandisation du corps, mais la conclusion c'est, il faut y aller quand même. Et donc, Jean Leonetti regrette que la seule personne pour laquelle on n'applique pas le principe de précaution, ce soit l'enfant. Je crois qu'il y a un argument de poids. Là, quand même, il y a quand même un principe de précaution. Vous savez, je vous citais dans les arguments pour, les psychiatres disent, même si l'enfant il n'a pas de père biologique, il a un père anonyme, il n'a pas de père, il n'a pas de figure masculine, il peut s'inventer des filiations. Et tout à la fois, dans le document, on dit on n'a pas d'études qui nous certifient qu'un enfant élevé par une mère seule ou par deux femmes ait des problèmes psychologiques, développe. Il n'y a rien qui prouve, il n'y a pas d'études scientifiques flagrantes, mais on n'a pas d'études qui prouvent l'inverse. Vous voyez, donc on n'a pas d'études claires. Donc quand on n'a pas de certitude dans ce domaine-là, quand même un principe de précaution, parce que ça touche quand même à des personnes. Il y a des enfants là-dedans. Bon, vous sentez bien quand même le bon sens nous fait dire quand même que il y a une chose, on peut de fait, on en connaît tous, et puis il y en a parmi nous, forcément, qui ont été élevés par leur mère, ou qui ont été élevés par qui ont été adoptés, qui ont des parents adoptifs. Voilà, on s'en tire bien, heureusement l'humanité est plastique, mais ça n'a pas forcément été facile. Et puis aussi, on connaît tous, si vous êtes éducateur, si vous êtes dans le milieu de l'éducation, que les enfants qui ont des difficultés, souvent, il ne faut pas chercher bien loin, il faut regarder du côté de la famille, peut-être l'absence de figure masculine, l'absence de père. Bon, il y a d'autres problèmes, il y a d'autres facteurs, mais c'est un facteur quand même qui n'est pas négligeable. Enfin, notre expérience dit... voilà, moi j'ai des amis éducateurs spécialisés qui sont en éducation, et je leur pose des fois la question, les enfants avec qui tu travailles, souvent il manque d'un repère, d'une figure masculine. Voilà. Bon.
Alors, autre argument en défaveur, je pense, de la PMA. Voilà. Si on ouvre la PMA, comme dit le président Macron, la PMA pour toutes, mais pas la GPA, est-ce qu'il n'est pas discriminatoire d'ouvrir la PMA pour les couples de femmes et donc de fermer la gestation pour autrui aux hommes? Oui, là, c'est dans la logique de la justice sociale. De fait, pour les couples de femmes, pas de problème. Si vous êtes trans homosexuel, un couple homosexuel de femmes, pas de problème. Elles peuvent avoir accès à la maternité, mais pas les hommes, parce donc il n'y aurait pas de discrimination. Vous voyez, voilà. Et puis, le vrai sujet, je crois qu'il faut revenir là-dessus, c'est comme celui de la filiation. L'enjeu majeur, comme l'argument le poids, à mon avis, c'est celui de l'institution légale de l'absence du père, et de brouiller la filiation. Autre argument, on fait du corps médical des techniciens. Des techniciens, c'est-à-dire que là, on n'est plus dans le domaine de la pathologie, de la maladie, de la fertilité. Il y a un désir d'enfant auquel, si jamais la loi passe, les médecins, le corps médical sera tenu de répondre, tenu de mettre en œuvre une technique médicale pour un acte qui n'a pas de visée, qui ne touche pas une pathologie. Or, ça pose un problème sur la vocation des médecins, qui est de soigner, d'accompagner les personnes effectivement malades. Ces personnes ne sont pas malades. La procréation médicalement assistée est un geste thérapeutique, vous l'avez compris, par lequel un couple qui se trouve infertile, pour une raison accidentelle ou pathologique, peut avoir accès à la fécondité. Avec la PMA pour toutes, on n'aura plus à faire un acte médical, mais à une prestation technique faite par des membres du corps médical. Et donc, de certaine manière, on détourne la science de ses finalités. C'est l'argument que j'ai trouvé chez le professeur Verspieren, qui est un jésuite, un spécialiste de bioéthique, et puis chez François-Xavier Bellamy, dans une tribune, il indiquait là-dessus la perversion de la pratique médicale. Et puis, François-Xavier Bellamy finit là-dessus. Un des grands risques aussi, c'est pour lui, c'est si vraiment cette dernière digue saute, eh bien, c'est la porte ouverte au transhumanisme. C'est-à-dire, vous savez, ce monde où la médecine ne sert plus à réparer les corps, mais à les mettre au service de nos rêves, monde où le donné naturel ne serait plus une limite, ni un modèle. Avec l'idée qu'on rentre dans l'ère de l'homme augmenté, et la médecine a pour but de répondre à nos désirs, je crois, d'éternité. Voilà. La médecine, au service d'une technique, au service de nos désirs, et non plus, je dirais, de nos pathologies, de nos souffrances. Bon, ça ouvre un débat plus large, vous voyez, donc on peut mettre en perspective. Alors, j'ai trouvé donc aussi des arguments contre dans un éditorial de Charlie Hebdo. Alors, ce soir, je suis Charlie. Alors, ça a fait polémique, rentrée 2017. Je lis. Exiger la PMA pour tous au nom de la justice sociale, comme le revendique Marlène Schiappa, est parfaitement absurde, sauf à considérer qu'il y a bien un droit à l'enfant, ou plutôt un droit à produire des enfants, et que l'on veut absolument, quel que soit le prix, promouvoir une société où un gosse, c'est comme une Rolex. Si on n'en a pas à 40 ans, c'est qu'on a raté sa vie. Ne serait-elle pas plus simple, et pour le coup plus juste, d'avoir enfin le courage politique de dire que de ne pas avoir d'enfant n'est pas une maladie grave? Bon, ils sont fait traiter de lesbophobie. En tout cas, celui qui a fait l'éditorial. Intéressant de voir aussi que le clivage, il n'est pas droite-gauche, il n'est pas sur ces questions-là. C'est pour ça que le président Macron, je pense, a bien vu, quand il dit on ne va pas brutaliser les consciences, parce que ça pose des vraies questions éthiques, philosophiques, aussi religieuses. Ce soir, je ne ferai pas appel à l'argumentaire religieux, jusqu'à présent. Je ne ferai pas appel. Parce que c'est en bioéthique, de fait, comme c'est un lieu de dialogue avec la société, il faut pouvoir parler rationnellement, philosophiquement, moralement. Voilà. Et vous voyez donc que des personnes qui ne sont pas tendance, on va dire, Alliance Vita, au Manif pour tous, ceux qu'on caricature comme étant forcément opposés à toute évolution sociétale, donc Charlie Hebdo, c'est quand même une autre tendance. Aussi, voilà,
je dis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas derrière l'argument de fait qu'il n'y a pas de droit à l'enfant? Je crois que c'est assez juste. Il n'y a pas de droit à l'enfant. Et il n'y a pas un droit surtout à produire des enfants. On est comme dans la production d'enfants, parce que la PMA dit technique. Oui, enfin, c'est quand même. Je crois qu'il faut. C'est pas anodin comme technique. Je pense la PMA, peut-être que vous ne savez pas comment ça se passe, mais j'ai un peu évoqué. Donc, d'abord, il y a toute une batterie de tests pour déceler ou pas les causes d'infertilité. Ensuite, si donc on ne peut pas, si on a essayé toutes les techniques de stimulation, par exemple, on stimule, je ne sais pas, on aide le monsieur à avoir une érection qui se prolonge, à madame à ovuler, voilà. Et même lorsqu'ils s'unissent de manière naturelle, il n'y a rien qui se produit au bout. Bon, on arrive donc à la fécondation in vitro, c'est-à-dire non pas in utero, donc en dehors du corps de la femme. Et bien donc il va falloir, alors je ne sais plus si on injecte ou comment ça marche par intraveineuse des hormones, enfin pour stimuler la production ovarienne et donc des ovules. On prélève quand même des ovules. Ensuite, on demande à monsieur d'émettre, de produire des gamètes. Enfin, je ne fais pas un dessin. C'est pas très glamour. C'est un processus qui est long. Ça ne marche pas tout le temps. C'est coûteux. Ça prend du temps. C'est psychologiquement éprouvant aussi. C'est éprouvant. Pas parce que voilà. Enfin, demander à monsieur de produire les gamètes, madame de passer entre les mains de techniciens, de médecins. Ensuite, on vous implante en France en tout cas, c'est pas vrai de tous les pays, mais en France, pour maximiser les chances de réussite, on va implanter plusieurs embryons fécondés. Je crois qu'en Allemagne, je crois que c'est plutôt un seul. Ils ont peur de l'eugénisme. Et vous savez que tous ne vont pas, l'annihilation ne va pas se faire pour tous, tous ne vont pas s'accrocher dans l'utérus et donc ne laissant pas se faire, mais il peut arriver que plusieurs embryons qui de fait s'implantent, s'accrochent, et donc il y a un début de grossesse multiple. Et souvent, donc, on fait une réduction embryonnaire, donc pour ne pas nommer la chose, un avortement sélectif, donc on va éliminer pour garder un ou deux. Alors souvent deux, pour ça qu'il y a souvent des jumeaux qui naissent de PMA. Voilà, donc c'est pas anodin, comme tu vois, il y a beaucoup de techniques, il y a beaucoup d'interventions du corps médical, d'intrusion dans la vie du couple. Déjà, psychologiquement, c'est pas facile à vivre. Et c'est une technique qui est coûteuse aussi, qui est lourde. C'est bien aussi de voir à quoi ça correspond. Alors, la GPA maintenant. Alors, les arguments en faveur. Vous verrez les arguments qui se recoupent. Alors là, je suis allé voir sur des sites tout simplement qui militent pour la GPA. Vous en avez plein. Alors, juste une remarque, j'étais un peu déçu parce que je me suis dit, tiens, je vais aller voir sur Fondation Le Jeune ou Génétique ou Org, où il y a des bons sites, ou Alliance Vita. Ils font des dossiers. Je voulais voir un dossier, je cherchais une complexité travail, un argumentaire, genre recto verso, pour, contre. Alors, il y a des dossiers de fait, et concluité, ce sont des pages et des pages d'articles de presse. Et je n'ai pas trouvé de synthèse. Donc, je vous en fais une. Mais bon, je pense que c'est bien des fois d'avoir des choses synthétisées. Alors, les arguments en faveur de la GPA. On va dire l'argument éthique. Simplement, légaliser la GPA, ça va permettre de mettre fin à toutes ces formes de GPA esclavagistes, telles qu'elles se pratiquent en Inde, dans les pays du tiers-monde, où de fait on réduit les femmes à être des ventres, des femmes pauvres surtout, mettre fin aux GPA purement commerciales, comme on peut les voir aux États-Unis, tout est passe par contrat, puis c'est un business, et voilà, et pour, chez nous, je dirais mettre en place une GPA vraiment altruiste, voilà, qui soit altruiste, qui soit vraiment vécu, non pas sur le thème d'un contrat commercial, mais sur le thème d'un don, d'un échange de dons. Une femme va rendre service à un couple, par exemple, infertile, hétérosexuel, ou infertile social, ou une femme, voilà, un couple d'hommes. Et donc mettre fin aussi à tout ce tourisme procréatif et toutes ces dérives. Oui, c'est intéressant, c'est quand même, il y a un souci quand même qu'on peut noter, même pour ceux qui militent pour la GPA, je vois bien qu'il y a des dérives quand même possibles dans la GPA. Donc l'idée, c'est de limiter ces dérives en encadrant par une loi. Mettre fin à une grave injustice. Alors, laquelle ? C'est la suivante. C'est une injustice. Tant qu'on n'autorise pas la GPA, on ne permet pas à des femmes qui sont nées sans utérus fonctionnel, ça arrive,
donc l'infertilité est due à un utérus qui est déficient, eh bien ces femmes-là, qui ont donc une infertilité de type pathologique, on leur empêche d'accéder à leur désir d'enfant. Donc il y a une injustice sociale. Alors qu'on le permet eh bien, à des femmes en couple. Hein. Des femmes en couple. Attendez, je ne mélange pas les pinceaux. Se permettre à des femmes dont la stérilité est d'origine utérine. Voilà. Donc les femmes dont la stérilité serait d'origine c'est pas parlement utérine, hein, mais le fait, difficulté à ovuler, ben on fera appel à le don d'une gamète, d'un ovule extérieur. Et donc, dans ce cas-là, on fait de la PMA. Mais pour les femmes pour qui on peut pas implanter un embryon dans l'utérus, qui ne peuvent pas porter un embryon dans l'utérus, eh bien, on les discrimine d'une certaine manière. Il y a une injustice. Et donc, la GPA leur permettrait d'être mère. Oui. Donc là, il y a bien des cas d'infertilité pathologique auxquels la médecine, actuellement, ne peut pas répondre parce qu'elle n'a que la PMA comme technique. Donc, il y a une injustice sociale. Oui, c'est pas bête, dans la mesure où on a accepté la PMA pour des motifs. Enfin, la PMA, la PMA, alors je précise, l'insémination artificielle ou l'insémination pour les couples hétérosexuels, pour raison pathologique, pourquoi pas donc autoriser la GPA. De fait, la logique se tient. Et puis, alors l'argument est un peu plus curieux, mais je l'ai trouvé. Ça répondrait aussi, le bébé clé en main, je dirais le bébé clé en main, enfin pour des couples surtout d'hommes, eh bien, ça constituerait une alternative aux procédures d'adoption qui sont souvent longues et aléatoires. C'est vrai que c'est compliqué d'adopter. Déjà pour des couples hétérosexuels, alors pour des couples d'hommes, voilà, pour des femmes seules, c'est possible, mais c'est compliqué. Et donc, l'avantage d'une GPA encadrée, une pratique qui serait une pratique légalisée et puis qui serait rentrée dans les mœurs, eh bien, ça permettrait de produire des bébés plus rapidement, quoi. Enfin, d'avoir accès à des bébés. Enfin, voyez. Et puis, pourquoi pas aussi, ça peut être légitime, satisfaire au désir de femmes qui ne veulent pas sacrifier leur carrière ou leur physique ou leur santé. Donc, permettre d'être mère sans emporter le poids, la peine, et puis voilà. Ou imaginons qu'une femme voudrait être mère, mais elle a un corps qui ne peut pas porter les grossesses, c'est compliqué, eh bien, la GPA permettrait d'être mère sans qu'elle mette en danger sa santé. Et puis, un autre argument que j'ai trouvé, c'est celui qui dit, il faut arrêter avec la primauté, telle qu'on la trouve dans le droit français, de ce qu'on appelle la maternité gestationnelle. J'ai entendu, je vous ai dit, celle qui est mère, c'est celle qui accouche, c'est celle qui a porté l'enfant. En droit français, on dit qu'il n'y a jamais de doute sur la maternité, il y a toujours un doute sur la paternité. C'est toujours qui est la mère. Le père, c'est plus difficile. Vous tous en doutez, je ne vais pas vous faire un dessin non plus. S'il y en a qui veulent des explications, je vous expliquerai après comment on peut avoir un doute sur le père. Voilà. J'ai trouvé donc sur des sites qui disent l'accouchement n'a jamais suffi à faire la mère. Et donc, il faut plutôt donner la primauté à la maternité d'intention. Prendre la maternité au sérieux. C'est reconnaître que ni la conception de l'embryon, ni la grossesse ne sont nécessaires pour transformer une femme en mère, car l'engagement y suffit, et de fait, l'adoption ne fait-elle pas des mères à part entière? De fait, vous pouvez être une mère à part entière, et c'est vrai, par l'adoption. Vous avez donc une mère intentionnelle, une maternité intentionnelle, mais pas une maternité gestationnelle. C'est vrai. Mais est-ce que pour autant on doit relativiser la maternité gestationnelle? Et de fait, c'est pas simplement le fait de porter une vie en soi et d'accoucher qui fait d'une femme une mère. Si, d'un point de vue biologique et même légalement. Et même d'un point de vue anthropologique, il y a toute la... Et c'est là où je crois que c'est pas juste. 9 mois, c'est pas anodin de porter la vie pendant 9 mois. Il y a un lien qui s'établit. Et d'ailleurs, c'est un argument contre les mères porteuses. C'est un arrachement que d'enlever à une femme ce qu'elle a porté en son sein. Parce qu'il y a des liens qui se créent, qui sont physiologiques, qui sont biologiques, instinctifs, qui sont aussi spirituels, qui sont aussi moraux. Et en fait,
là, on devient mère bien avant d'avoir accouché. Dès qu'on a perception de porter, je crois. Par contre, on devient père, parce que je pense que la femme présente au père l'enfant. On devient père après l'accouchement. Mais je pense que la femme, c'est beaucoup plus tôt, la maternité. Bon, argument contre, j'en ai déjà évoqué hier. Celui du désir d'enfant, eh bien, de fait, il peut y avoir un désir d'enfant qui est légitime, enfin, légitime ou pas, enfin, qui est réel, il y a un désir d'enfant. Ça peut être chez un désir d'enfant chez un couple où la femme a un utérus dysfonctionnel, ou chez une femme seule, un désir d'enfant, ou deux femmes, ou même deux hommes. Mais le désir d'enfant ne peut pas constituer un droit à l'enfant. Je crois qu'on ne peut pas, de fait, passer du désir au droit. On verra la logique des droits et des désirs. Je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à pointer. Et puis, même si on encadre les compensations, en évitant qu'il y ait un commerce, il n'empêche qu'il y aura toujours une pression sur les femmes les plus démunies. Parce que même dans nos pays dits civilisés, pour des femmes démunies, eh bien, la compensation peut être incitative, inciter à rentrer dans ce processus. Et donc, quoi qu'il en soit, il y a toujours le risque d'encourager l'exploitation des femmes les plus vulnérables. Et de fait, cet argument, on le retrouve beaucoup dans l'argumentaire des mouvements féministes. Les féministes sont farouchement opposés à la GPA. Elles sont ouvertes à la PMA pour toutes. Les mouvements féministes sont opposés à la GPA au nom de l'exploitation des femmes, du corps des femmes, par d'autres, par le désir d'autres. Et dans la GPA, vous le savez, l'enfant est objet de contrat. Un contrat qui est toujours onéreux. Et donc, l'enfant, au final, est traité comme un produit, comme une valeur qu'on va échanger. Ce qui est contre l'esprit de notre droit. On ne traite pas les humains comme des objets, comme des produits. L'enfant, on a affaire à un humain, à une personne. Or, la GPA, quoi qu'on en dise, chosifie, on fait l'objet d'un échange. Et puis, il me semble qu'il est préjudiciable, et je pense que les psychologues, les psychiatres le disent, de séparer le tout petit de sa mère. Parce que de fait, il y a des liens qui se créent, il y a des échanges pendant la vie intra-utérine. Et on peut pas. Oui, c'est extrêmement violent que d'arracher du sein de celle qui l'a porté l'enfant. On impose une violence, un traumatisme dès l'enfance. Et donc on brouille ses repères, on lui fait vivre un chaos émotionnel, et puis physiologique. Et puis du côté de la mère aussi, il y a une violence de la mère porteuse. Parce que on n'a pas affaire à des robots qui portent, c'est pas des couveuses, c'est pas des machines, ce sont des êtres humains qui donc établissent des liens. Et puis on porte atteinte à l'intégrité de ces femmes, à leur corps. Sylviane Agacinski, qui est une philosophe, qui est connue aussi pour être la femme de Lionel Jospin, dit bien dans la GPA, la femme doit transformer son corps en instrument biologique du désir d'autrui. Je fais de mon corps un instrument biologique, une couveuse, si vous voulez, biologique, un utérus non pas artificiel mais biologique, pour satisfaire le désir d'autrui. Elle doit vivre au service d'autrui en coupant son existence de toute signification pour elle-même. Vous voyez, donc il y a même une chosification de la mère porteuse. Elle n'a plus de vie personnelle. Et de fait, en Inde, elles sont hyper contrôlées. J'ai dû voir des reportages, envoyés spéciaux, etc. Elles sont dans les maisons, c'est très cadré. On surveille qu'elles ne mettent pas en danger leur santé. Elles sont même très surveillées. Mais elles sont couvées et elles sont comme des poules aux odeurs parce qu'il y a une marchandise précieuse. Et ce n'est pas parce qu'il y a une absence d'arrangement de nature financière que pour autant, il y aurait une liberté. Vous voyez, l'argument, les femmes elles font ce qu'elles veulent, vous voyez, l'argument libertaire. On fait ce qu'on veut. Si une femme veut être généreuse et prêter son corps, on dit, et dans le cas où une sœur veut faire plaisir à sa sœur de sang en disant, tu es stérile, mais moi je peux porter ton enfant, ça me fait plaisir. Alors on dit, pourquoi dans une même famille, la manière on peut donner son rein à son frère ou à sa sœur, est-ce qu'on ne pourrait pas prêter son utérus donc au nom de la liberté de consentement. Et de fait, eh bien non, surtout dans le cadre de liens familiaux ou amicaux, si la GPA passait, ça crée une pression
pourrait créer une pression dans le cadre familial, en disant, voilà, sur la petite sœur, la grande sœur, est-ce que toi, tu pourrais pas être un peu généreuse? On pourrait être quand même contraint à la générosité, contraint à la gratuité, contraint auprès de son corps. Et puis, l'argument de l'adoption est souvent invoqué. Voilà, l'adoption montre bien que une chose est d'avoir une mère qui nous a portés, et une chose d'avoir des parents intentionnels. Et, vous voyez, on justifie la PMA comme ça, la GPA comme ça. Attention, je pense que là il y a ce qu'on appelle une erreur, il y a un sophisme, il y a une erreur de raisonnement. Une chose, c'est de reconnaître que l'adoption est un bien, et que dans bien des cas, ça marche. C'est une bonne chose. Mais on n'est pas dans le même registre. C'est quoi l'adoption? À quel droit ça répond? L'adoption, ça répond à un droit de l'enfant, pas à un droit des parents. Hein? On n'adopte pas parce qu'on a un désir d'enfant, parce que j'ai, au nom de mon désir d'enfant, droit à avoir un enfant, donc, et l'adoption est un moyen pour répondre à mon droit d'enfant. Non. L'adoption est une institution humaine qui a été pensée pour réparer une injustice qui se tient non pas du côté des parents, mais de l'enfant. Tout enfant a le droit d'être élevé dans une famille, dans un cadre stable, d'avoir des parents. Donc, au nom de ce droit qui est un droit de l'enfant, eh bien, on a créé cette institution, qui est une institution aussi vieille que le monde, enfin, c'est des témoignages dans l'Écriture, dans la Bible, sur l'adoption, qui permet donc de redonner à un enfant qui a le droit une famille. Donc l'adoption, c'est de se justifier au nom du droit de l'enfant, et non pas du droit à l'enfant. Pour le temps... Oui, c'est bon. Voilà. Il y aurait plein d'autres arguments. Hein, j'en ai trouvé plein. Si ça intéresse, je vous enverrai je pourrais vous donner mon papier. Et puis il y a des problèmes prévisibles. Hein, j'en ai trouvé sur un site qui les listait. Question en vrac. Hein. Et si la mère porteuse change d'avis, hein, si elle s'est attachée à l'enfant, et si elle refuse de le transmettre, qu'est-ce qu'on fait? Si les mandataires, ceux qui ont commandé, enfin, qui ont recours à la gestation, changent d'avis avant la naissance de l'enfant, s'il n'en veut plus, qu'est-ce qu'il devient cet enfant? Et puis si l'enfant, malgré tous les tests possibles et imaginables, est porteur d'un handicap qui n'a pas été décelé pendant la grossesse, si l'enfant naît avec un handicap, ou un handicap qui est constitutif hein, vous savez, enfin, dans l'accouchement, ça ne se passe pas toujours très bien, et on peut... voilà. Qu'est-ce qu'on fait de l'enfant? Qu'est-ce qu'on fait? Qui est responsable de cet enfant? Et s'il y a des problèmes qui surviennent pendant la grossesse, hein, si on détecte pendant la grossesse un handicap, on fait un test sanguin et on détecte une trisomie 21. Quoi? Et si les parents ne veulent pas d'enfant trisomique, qu'est-ce qu'on fait? On force la femme donc à avorter, la gestatrice, on l'oblige à avorter. Si l'enfant est mort-né ou meurt peu après la naissance, hein, ça arrive. Est-ce que le contrat donc n'est pas exécuté? Qui est responsable? Est-ce que la gestatrice devra rembourser? Oui, donc... alors, c'est jamais très bon de raisonner d'un point de vue conséquentialiste, hein, en réfléchissant aux conséquences de nos actes. Il faut d'abord réfléchir sur la nature des actes. Et en soi, la GPA, un acte qui, à mon avis, n'est pas moral, par tout ce que ça implique en termes de technique, et puis en termes de regard sur l'enfant, de choses efficaces sur l'enfant. Mais n'empêche que, si jamais on rentre dans cette logique-là de la GPA, voilà aussi à quoi on s'expose. Alors, en conclusion, je voudrais voir de quoi, finalement, ces questions qui agitent nos sociétés hein, depuis longtemps, déjà, depuis quelques années, de quoi est-ce qu'elles sont le symptôme? Et pourquoi il y a une difficulté, finalement, à dialoguer? Pourquoi on a l'impression qu'il y a un dialogue de sourds? En tout cas, c'est l'impression que j'ai, comme moi, comme catholique, ou d'autres, hein, il y a d'autres non-catholiques, hein, j'ai cité, il y a d'autres personnalités qui ne sont pas catholiques, hein, et qui argumentent de la même façon que j'ai argumenté ce soir, de manière non confessionnelle, pas avancé, je n'ai pas cité une seule fois l'Écriture ce soir, ni mes convictions religieuses, qu'on pourra en faire la chose, hein, il suffit de raisonner. Pourquoi pourquoi on a l'impression qu'il y a un dialogue de sourds? On a l'impression, et même des fois, de ne pas pouvoir s'exprimer sur cette question-là, hein, que la chose est entendue, qu'émettre des réserves, de dire peut-être ces techniques-là posent des problèmes éthiques. Peut-être que ce n'est pas moral. Hein, d'émettre des réserves morales, on a l'impression que tout d'un coup, on ne peut pas le faire.
On est comme disqualifié. On n'aurait pas le droit de s'exprimer sur ces questions-là, ou que si on allait contre ce qui apparaît comme des avancées, des progrès sociétaux, on apparaît tout d'un coup comme des dangereux conservateurs, des fascistes, des réactionnaires. Oui, très vite, on est qualifié des personnes ennemies, puis après, il y a tous les qualificatifs. On peut être, si je suis donc contre la PMA pour toutes, c'est forcément que je suis lesbophobe. Si je suis contre la GPA, je suis homophobe, etc. Vous voyez, très vite, ça va du côté de ces invectives. Il y a des personnes, on en connaît, les amis, on en connaît, hein, où il y a même des couples, hein, des gens qui sont pacsés, des couples d'hommes ou même mariés, ils disent voilà, mais pour nous, il est hors de question d'accéder à la paternité, à la maternité. Enfin, ça ne me paraîtrait pas moral, puis ça ne correspond pas à notre choix de vie. Voilà, donc on peut être aussi homosexuel, enfin, j'aime pas, personne en inclination homosexuelle, vivre dans cet état-là et être contre la PMA-GPA. Ça n'en fait pas deux pour t'envoyer. Enfin, les choses sont plus complexes. Hein, Alors, eh bien, parce que derrière, oui, la logique est à l'œuvre, la logique qui est à l'œuvre depuis très longtemps dans toutes les lois sociétales, finalement depuis la mise en place du divorce, par exemple, du Pax, l'ouverture de la redéfinition du mariage, donc avec l'ouverture du mariage à tous les types de configuration de couple, la PMA, la GPA, il y a une même logique hein, qui est la logique de la société libérale. La société libérale. Alors, qu'est-ce qu'on entend par société libérale? Alors, on pourrait dire le libéralisme, ça peut renvoyer au libéralisme économique, vous savez, où finalement tout est de l'ordre de la valeur, de l'échange, tout est la valeur qui prime, hein, c'est les rapports monétaires, les rapports d'échange, l'argent roi finalement. C'est pas faux. Hein. Je vous cite par exemple Jean-Claude Michéa, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Montpellierin, plutôt de gauche, personnalité de gauche, plutôt néo-marxiste, et qui dit voilà, à partir du moment où l'une des fonctions anthropologiques du mariage traditionnel est d'organiser officiellement la filiation, il était clair que la volonté politique de substituer au projet d'un véritable pacte d'union civile celui purement libéral du mariage pour tous allait faire surgir aussitôt toute une série de problèmes connexes comme la procréation assistée, la location de mères porteuses ou l'élargissement du marché de l'adoption. Il s'agissait donc beaucoup moins de lutter contre l'homophobie que de déstabiliser tout ce qui, dans l'organisation familiale existante, fait encore obstacle au déchaînement des rapports marchands, alors que la famille était l'une des rares institutions où la logique du don prenait encore le pas sur celle de l'échange économique. Et donc là, on a une lecture marxiste typique, mais intéressante. Hein, pour Jean-Claude Michéa, le fait que la logique qui a fait sauter, qui a redéfini le mariage n'est plus entre l'institution, enfin, n'est plus reconnue comme l'institution, type d'institution qu'un homme et une femme, mais l'ouvrir à tous, c'est une logique libérale qui est derrière. On rentre dans la logique des rapports marchands, et c'est cette même logique qui se déroule. Et finalement, voilà, on a voulu détruire la famille, qui était le dernier lieu où les rapports n'étaient pas uniquement de l'ordre de l'échange économique, mais des rapports de dons. Lecture marxiste. Bon, je ne suis pas marxiste, ça a des limites. Enfin, la lecture du libéralisme, enfin, que tout serait finalement orchestré par des rapports marchands, que c'est pas forcément très juste. Mais c'est une des données. Mais je crois que la raison la plus profonde, et je vais vous lire un texte, je finirai là-dessus, je commenterai, qui est un texte qui avait été écrit par le cardinal Ratzinger, qui est devenu pape Benoît XVI, qui était une note écrite pour les catholiques, qui était une note doctrinale, pour donner des cadres pour l'engagement des chrétiens en politique. Voilà ce qu'il dit. On constate aujourd'hui un certain relativisme culturel qui se manifeste de manière évidente en érigeant en théorie et en défendant le pluralisme éthique, qui est la preuve de la décadence et de la dissolution de la raison et des principes de la loi morale naturelle. Dans la ligne de ces tendances, il n'est malheureusement pas rare de rencontrer dans des déclarations publiques des assertions qui soutiennent qu'un tel pluralisme est la condition de la démocratie. Hein, en gros, voilà, chacun pense ce qu'il veut. De fait, c'est ça la démocratie. Enfin, chacun a son éthique personnelle, ses valeurs. Mais c'est normal, c'est légitime. Et finalement, toutes les conceptions de la vie se valent. C'est la base de la démocratie. Il en résulte que, d'une part,
les citoyens revendiquent la plus complète autonomie pour leurs choix moraux, tandis que de l'autre, les législateurs pensent qu'il faut respecter cette liberté de choix en formulant des lois qui font fi des principes de l'éthique naturelle pour se montrer indulgents uniquement envers certaines orientations culturelles ou morales transitoires, comme si toutes les conceptions possibles de la vie avaient une égale valeur. C'est ça ce qu'on appelle le libéralisme en politique. C'est-à-dire c'est une conception, donc on met comme valeur suprême la liberté individuelle, c'est la valeur suprême, c'est ça qu'il faut respecter, enfin, c'est la valeur la plus chère, la liberté individuelle. Et on se pose face à toutes les questions morales, le politique se pose dans une position de neutralité morale. On ne prend jamais position. On ne peut pas dire que telle forme de vie, par exemple le mariage hétéro, le mariage homo, soit plus ou moins, on ne peut pas poser le jugement de valeur, se défendre du jugement de valeur en disant telle forme de vie, la société a plus intérêt à la favoriser parce que pour la succession de générations, la stabilité de la société. Non, on reste dans une neutralité, comme on dit en termes techniques, axiologique, on refuse à poser le jugement de valeur. Et donc, dans ce système-là, qu'est-ce qu'il y a ? On a en face la liberté de l'individu qui est toute puissante, chacun veut ce qu'il veut, il n'y a rien qui arrête, il n'y a plus de repères moraux. Et donc le législateur, il enregistre les évolutions de la société. Maintenant, les gens veulent cela, on va donc écrire des droits qui correspondent au désir. C'est la liberté qui dicte le droit. Oui, donc il n'y a plus de repères. Derrière la notion de loi naturelle, l'idée qu'il n'y a plus de repères objectifs. Il y aurait des grands repères objectifs qui seraient la norme du droit, qui diraient ça c'est un droit ou ça n'en est pas. Non, ce qui va fonder le droit, ce sont les désirs individuels. Et là, c'est ce qu'on appelle vraiment... Donc, nous, on vit dans une société qui est devenue libérale d'un point de vue marchand et puis libérale d'un point de vue politique. En même temps, en s'appuyant de façon trompeuse sur la valeur de la tolérance, on demande à une bonne partie des citoyens, et notamment aux catholiques, de renoncer à participer à la vie sociale et politique de leur pays selon la conception de la personne et du bien commun qu'ils pensent vrai et juste, qui serait à mettre en œuvre par les moyens licites que le système juridique démocratique met de façon égale à la disposition de tous les membres d'un comité politique. L'histoire du XXe siècle, dit-il, suffit à montrer que les citoyens qui ont raison sont ceux qui jugent totalement fausse la thèse relativiste selon laquelle il n'existe pas une norme morale enracinée dans la nature même de l'homme, au jugement de laquelle doit se soumettre toute conception de l'homme, du bien et de l'État. Qu'est-ce qu'il pointe derrière ? Il dit, l'histoire du XXe siècle, il faut regarder simplement les horreurs du nazisme et du communisme, c'est déjà pas mal. Ceux qui ont eu raison, c'est ceux qui, au nom de la conscience, et donc de l'idée qu'il y avait des lois morales en eux, fondamentales, dont ils entendaient l'écho dans leur conscience, ceux qui ont raison, c'est ceux qui sont dressés contre les lois injustes et iniques qui allaient contre le bien des personnes. Et ce sont ceux qui ne sont pas allés dans le sens de la majorité, mais qui, au nom de repères moraux, objectifs, se sont dressés contre l'extermination, d'abord, vous savez, dans l'Allemagne nazie, l'extermination des enfants porteurs de handicap, l'eugénisme, des vieillards, des handicapés, des homosexuels, des dissidents religieux, après des juifs. C'est eux qui ont eu raison. Il ne faut pas oublier l'histoire. Nous apprend, la liberté politique n'est pas fondée et ne peut pas l'être sur l'idée relativiste selon laquelle toutes les conceptions du bien de l'homme ont la même vérité et la même valeur. Et c'est là le problème qui fait qu'on a l'impression des fois d'être en décalage. C'est que nous avons deux conceptions de la vie politique, deux conceptions du droit, deux conceptions de la liberté politique. Pour nous, notre conception de la liberté politique, du politique, est ancrée dans certaines visions morales, dans une conception de l'homme, du bien commun, qui sont comme des mesures objectives, des normes pour nous, et dont nous les percevons par la conscience, par la raison, la réflexion. Voilà. Ce qui fait qu'un catholique, alors ça paraît surprendre, vous savez, je finirai là-dessus, on entend souvent il n'y a rien au-dessus des lois de la République. Donc une fois qu'une loi est votée démocratiquement, que tout le processus démocratique a eu lieu, normalement, tout citoyen doit, je dirais, suivre la loi, de manière aveugle, si c'était voté par ce démocratique. Or, la conscience catholique, mais pas que la conscience catholique, dit bien si, au-dessus de la loi humaine,
la loi démocratique, il y a la loi morale, qui est la norme de la loi, qui est la norme des lois humaines que nous fabriquons. Ces lois humaines, nous les fabriquons, mais il y a une loi morale au-dessus. Donc c'est comme ça qu'on les juge. Et heureusement, ceux qui à un moment se sont réveillés et dit mais c'est pas possible, qui ont dénoncé les lois eugénistes sous le régime nazi. Ils sont donc érigés face à une loi qui a été produite par un processus démocratique. Hitler est venu au pouvoir de manière démocratique. Et donc ça a été voté par un processus démocratique, porté aussi par l'air du temps. Il y a des personnes qui étaient pour l'élimination. Ceux qui ont protesté, qui ont objecté en conscience contre ces lois, l'ont fait au nom d'une loi morale dont ils avaient la perception par la raison. Voilà. Et donc c'est au nom d'une loi morale, je pense, qui n'est pas d'abord une loi religieuse, c'est une loi qui est accessible à la raison, au nom d'une certaine conception de l'homme, de ce qu'est l'homme, de ce que c'est qu'une famille, ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est que l'éducation, ce que c'est... Voilà. Si jamais ces lois passaient, que certains pourraient objecter en conscience. Voilà. Et peut-être des médecins pourraient refuser d'entrer dans ce processus-là, en disant moi je suis contre la fabrication de l'enfant. On ne fabrique pas la vie. Voilà, je laisse le temps des questions. Voilà, j'ai ouvert évidemment, je n'ai pas réglé la question. Je crois que l'essentiel, c'était surtout de voir, c'est surtout intéressant de voir de quoi il s'agit, la nature du débat. Un temps de questions, si vous voulez bien. Oui. Alors, oui, alors sur les questions de... alors, sur les questions de façon, comme tous les papes, toutes les questions de bioéthique, je dirais, il est dans la lignée. Je me rappelle d'un discours, il y a quelques 1 ou 2 ans au Parlement européen, où il dénonçait ce qu'il appelait la culture du déchet. Il disait on est dans une culture où finalement tout s'achète, on est dans l'ordre de la consommation, et même l'humain. Et donc il dénonçait dans toutes les... Et derrière, je pense qu'il y avait et les atteintes à la vie, et puis aussi certains rapports à ces techniques-là. Et évidemment, je pense qu'il y a des choses là-dessus. Enfin, il est évidemment contre la PMA, la GPA pour tous. Je juste fais une parenthèse. Ça peut être un autre sujet où il y a une réflexion ecclésiale de longue date sur l'usage pour les couples mariés des techniques médicales d'assistance à la procréation. Il y a des techniques qui ne posent pas de problématique, il y en a d'autres qui en posent. Voilà. Donc oui, sur ces questions-là, on pourrait trouver. Enfin, je pense je n'ai pas en tête de déclaration, mais je pense qu'il y a une thématique. Et puis dans l'ADOT aussi, il y a des choses avec le développement de la thématique de l'écologie intégrale. L'idée qu'on ne peut pas à la fois être soucieux de l'environnement de la planète et puis pas se soucier de l'écologie humaine. Et que là, dans la mesure où derrière la GPA et la PMA, il y a aussi une intrusion de la technique dans l'humain, il y a quelque chose de faussé. Enfin, on perturbe l'écologie humaine. Et donc, au nom de cela, je pense qu'il y a aussi dans sa pensée, là, qui est développée dans la lettre aussi, il y a un rejet au nom de la doctrine de l'écologie humaine, de l'invasion de la technique dans cet acte proprement humain, qui est un des actes les plus beaux, les plus nobles, qui est l'acte de la procréation. Même si, je dirais, n'importe qui peut faire un enfant n'importe quand et n'importe comment, je quand même rappelle que l'acte de procréation, ce n'est pas un acte anodin. Ça doit être, normalement, dans la doctrine catholique, on va parler de paternité, de maternité responsable. C'est un acte moral, humain, qui doit procéder d'un choix délibéré, consenti, réfléchi, qui engage 2 existences et une 3e, qui engage une forme de vie stable. On ne fait pas des enfants pour les abandonner, on fait des enfants en s'assurant qu'on va leur permettre de les éduquer. On s'engage à leur offrir... quand on s'unit pour faire un enfant, en toute conscience, c'est qu'on s'engage aussi à leur donner le meilleur milieu, environnement, pour qu'ils grandissent et s'épanouissent. Donc c'est un acte humain qui est grave, qui est important. Voilà, je crois que c'est important de le rappeler aussi. Oui, Julia. Est-ce que l'Église s'est prononcée sur la nouveauté de don de l'utérus d'une femme ménopausée ou pas, mais dans le cas d'une femme ménopausée, une mère par exemple en Suède, ça se fait, qui voudrait donner son utérus à sa fille qui a pas d'utérus? Alors, le don d'utérus, donc là on se dans le don d'organes. Donc en morale, on est dans la catégorie de don d'organes. Et donc, alors, je n'ai pas trop regardé ces questions-là, donc toi qui est donc interne maintenant, donc le don d'utérus, même ménopausé, pourrait accueillir la gestation.
penses que l'annihilation serait possible? Alors, si c'est possible, dans la mesure où... alors, voilà comment... donc là, on est à la catégorie de don d'organes. Il y a toute une réflexion dans la morale catholique sur le don d'organes. Le don d'organes en soi est une technique qui n'est pas immorale, mais qui est même morale, et même une technique qui est une pratique altruiste. Hein, il y a beaucoup de textes de l'Église, de discours de pape, des textes sur le fait que il est bon, il est même souhaitable, si on le peut, de donner un organe. Ça peut être un proche. Évidemment, il y a plusieurs conditions. Il faut que le don d'organes ne mette pas en danger mon existence. Voilà. Donc, je ne vais pas donner mon cœur. J'en aurais plus. Enfin, évidemment. Par contre, on peut donner un rein. Voilà. Il faut que je ne mette pas en danger mon existence. Il faut que ce ne soit pas l'objet d'un commerce, d'un échange. Il faut que ça soit fait librement. Voilà. S'il y a des conditions réunies, c'est un don, c'est un acte qui est vraiment moral, généreux, altruiste, qui ne peut pas être exigé, par contre. D'accord. Mais imaginons que, là, dans ce cas-là, la mère est ménopausée, ou ça peut être une amie qui est ménopausée, donc en retirant l'utérus, ça ne crée pas une stérilité. De fait, elle ne peut plus accueillir la vie. Donc on n'est pas dans le cadre, ça ne serait pas un acte qui serait un acte de stérilisation. Hein, c'est-à-dire renoncer à sa capacité de même, ce n'est pas très moral. Dans ce cas-là, il n'y a pas de stérilisation. On est dans le cadre du don d'organes. Des conséquences psychologiques pour l'enfant qui est né, pour le coup, d'être né à moitié sa mère, à moitié sa mère. Alors, elle n'est pas née de sa grand-mère, parce que là, je ne pense pas qu'elle soit née de... Après, est-ce qu'on doit dire à l'enfant cela? Je ne suis pas sûr qu'il ait le droit de le... Elle n'est pas née de... Imaginons qu'on donne un don de rein. Ben voilà, j'ai le rein de ma grand-mère, j'ai le rein de ma mère. Si elle peut être mère, c'est peut-être aussi grâce au don. Bon, je ne sais pas dans ce cas-là. C'est un peu limite, mais je ne crois pas qu'il y ait forcément de problème en soi énorme. Mais bon. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. En fait, est-ce que finalement le problème, c'est pas prêter son ventre, donner son ventre? Finalement, c'est des terminologies. Voilà, effectivement, on cherche à poser des mots sur les concepts, sur la pratique. Parce que finalement, le problème, vous évoquiez la filiation, c'est que demain, on va se retrouver à épouser son frère ou sa sœur sans le savoir. Donc finalement, pour l'Église et pour les hommes en général, c'est humainement, pour l'humanité en général, c'est une loi de l'ordre. En fait, le problème du législateur aujourd'hui, je pense que c'est effectivement des arguments que vous évoquiez. Mais c'est surtout que nous, en France, on interdit la commercialisation du corps. Aujourd'hui, on a des politiciens, et c'est un peu le problème quand on regarde ce qui se passe actuellement, qui vont autoriser la GPA, enfin qui souhaitent autoriser la GPA, mais qui sont contre la Constitution. Il n'y a aucune logique là-dedans. Donc en fait, moi ma question c'est quelle place nous catholiques, et femmes catholiques de corpus, on a à prendre là-dessus. Est-ce qu'il faut effectivement vous parler de se dresser totalement contre? Mais moi je vous pose la question comment? Alors, de fait, je n'ai pas donné comment. Là, je donne les arguments déjà pour. Ce qui est intéressant, c'est de montrer que, de fait, il y a des failles dans l'argumentation. Hein. Si on suit la logique libérale du libéralisme politique, il n'y a pas de raison de condamner, d'être abolitionniste en termes de prostitution, par exemple, et pour la GPA, parce qu'on peut argumenter pour la prostitution au nom de la liberté individuelle et de l'autonomie. Les femmes ont le droit de faire ce qu'elles veulent de leur corps. Voilà. Donc là, on peut déjà. Notre rôle, c'est déjà de montrer qu'il faut qu'ils aillent au bout de la logique. Et peut-être que s'ils sont comme toujours contre la prostitution, c'est que peut-être que leur logique n'est pas bonne. Donc le combat, s'il y a un combat à mener, alors le terme combat, c'est tout de suite, ça peut paraître violent, hein, on est dans l'invective, non. Il y a un combat, je veux dire, culturel. Hein, pour nous catholiques, vous avez compris, le débat, là on est arrivé à tel dialogue de sourds, hein, parce qu'on a deux logiques différentes, parce que derrière on a des cultures, on a des visions de la vie qui sont différentes. Donc je pense que notre terrain, c'est de regagner, je dirais, sur le terrain de la culture, sur le terrain d'essayer de faire ressaisir ce que c'est qu'être homme, ce que c'est que d'être femme, ce que c'est que la filiation, ce que c'est que la procréation comme acte. Hein, derrière toutes ces questions aussi, avant la question du brouillage de la filiation, du risque d'inceste, d'épouser de se marier avec son frère, il y a tout simplement que derrière ces techniques-là, on a décidé de séparer l'union de la procréation. Déjà, c'est le premier problème moral pour nous chrétiens. On ne peut pas séparer l'union de la procréation. Or, par la technique, on l'accepte. Vous voyez, il y a tout un travail aussi à redonner le sens plénier
de ces choses-là. Donc c'est un travail de très très longue haleine qui passe par beaucoup de choses. Mais de la même manière qu'il y a encore 10 ans, on n'aurait jamais vu d'article sur les femmes abandonnent de plus en plus, n'ont moins en moins recours à la contraception chimique. Maintenant, vous avez plein d'articles. Sont de plus en plus, on lit, abandonner la contraception chimique alors soit pour la pose du stérilet, ce qui n'est pas forcément mieux, mais il y a une évolution, on en parle. Oui, donc il y a une évolution. Alors qu'il y a 10 ans, on ne pouvait pas trop parler qu'il y avait d'autres façons, d'autres rapports à sa fécondité que l'usage de la contraception chimique. Mais le travail qui a été fait du niveau d'une écologie intégrale, du souci de l'écologie de l'environnement, et donc aussi du cosmos, enfin de l'environnement et du microcosme que nous sommes, de notre écologie, a pu faire prendre conscience à beaucoup de femmes que si on est contre la pollution des rivières, est-ce qu'on est pour aussi le fait de polluer notre rivière intérieure par l'usage d'hormones chimiques. Donc il y a une prise de conscience, comme quoi, je dirais, les choses peuvent évoluer assez vite. Donc il y a tout un travail, et je crois qu'il y a des choses qui sont très belles du côté de l'écologie intégrale, l'écologie humaine. Et puis développer aussi une autre culture. Je pense que une des meilleures réponses peut-être à la PMA, à la GPA, c'est de redévelopper une culture de l'adoption. S'il y a bien un acte altruiste pour permettre à des couples stériles d'avoir des enfants, c'est bien l'adoption. Or, c'est quand même un scandale. Enfin, moi, j'ai comme des amis, des cousins, on a tous. C'est hyper compliqué d'avoir accès à l'adoption. Et c'est même rarement la solution la plus facile. Alors je pense qu'il y a une culture de réhonorer, comme vraiment altruiste, une culture de... Voilà, donc il y a un travail à faire de ce côté-là. Et donc le champ, il est très large. Il faut partir de très loin, parce qu'on est... Vous voyez, comme là, je dirais, il y a un courant, je dirais, on a l'impression qu'il y a une rivière qui a débordé, et puis on ne peut plus faire grand-chose. On met des digues, on met des lois, puis à un moment, elles sautent l'une après l'autre. Il y a 10 ans encore, le CCNE, il était contre la PMA. 10 ans après, on ne peut plus rien faire, c'est le... Bon. Donc je crois qu'il ne faut pas baisser les bras, mais ça va être un travail de longue haleine. Et ce que disait le pape Jean-Paul II là, dans l'Évangile de la vie, il disait, il donnait des critères d'action. Ce que dit le pape François aussi. Il dit il faut mieux travailler dans le temps que dans l'immédiateté. Il donne des critères comme ça. L'idée qu'il faut apprendre à travailler dans le temps, il faut réinvestir des lieux où nous, les chrétiens, on a peut-être été absents, les lieux de l'éducation, les lieux de l'enseignement, la transmission du savoir, la transmission d'une vision éthique, d'une vision de l'homme. Il faut des chrétiens dans les milieux d'éducation, il faut des chrétiens aussi en politique, il faut des chrétiens dans le monde des médias. Où est-ce que se font les idées quand même ? Dans les médias, on a quand même l'impression que tout le monde pense la même chose. Il ne faut pas se leurrer. Si on est absent de ce milieu-là, des lieux, si au moins s'il y avait des chrétiens pour au moins donner une information objective ou plus équilibrée. Voilà. Donc il faut réinvestir sur tout un tas de champs. Peut-être qu'on a déserté, parce qu'on est aussi des individus libéraux, et on a choisi peut-être des carrières plus gratifiantes. C'est sûr qu'on est moins bien payé lorsqu'on est professeur des écoles ou Bac plus 5 mais professeur des écoles que Bac plus 5 et travaillant dans l'industrie, dans l'informatique. Voilà. Il faut des chrétiens partout. Mais voilà, peut-être qu'on a déserté certains lieux stratégiques, on a laissé place à d'autres. Or, vous le savez très bien, où est-ce que vous avez entendu les premiers discours idéologiques anti-religieux, sociétaux? C'est en cours de 4e, 3e, histoire-géographie et philosophie ou lettres. C'est là. Les premiers discours un peu pas idéologiques, quoi. C'est-à-dire, on ne faisait pas simplement de l'histoire, mais on peut un professeur, moi j'avais des professeurs qui étaient syndiqués, qui étaient marxistes. J'entendais des trucs sur... on entend des trucs sur l'Église, des choses où... des prises de position sociétales. Voilà. Si au moins on avait des gens objectifs qui ne distillaient aucune idéologie, ça serait déjà pas mal. Merci beaucoup. Merci.